Donc pour cette table ronde, nous accueillons Mehdi Besbes. Voilà, donc tu es responsable marché vin et spiritueux chez Adelph, donc tu vas animer cette table ronde et donc tu es entourée de Clémence Hugo, donc vous êtes coordinatrice nationale de France Consigne, Maude Dubois, vous êtes directrice marketing de Veralia, donc Fanny Molinier-Boyer, donc tu es responsable du château Beaubois et administratrice aussi de Sud Vin Bio, et Florian André, vous êtes du château de Manisy et vice-président du syndicat d'AOP Tavel. Donc merci beaucoup pour votre présence. Je donne la parole à Fanny, donc, qui va nous faire un petit mot d'accueil et nous parler aussi un peu de l'engagement de Millésime Bio, notamment sur le réemploi. Vous m'entendez? Oui. Bonjour à tous, merci d'être venus. Oui, effectivement, donc, je suis administratrice au sein de Sud Vin Bio depuis de nombreuses années. Et dans le cadre de mes fonctions de vigneronne au sein de notre domaine, donc le Château Beaubois en Costières de Nîmes, on est acteur aussi du réemploi depuis bientôt 3 ou 4 ans, avec Consigne et France Consigne, et puis aussi en lien avec Adelph sur le dossier. Donc les acteurs de cette filière pour le réemploi et pour le dynamisme et le déploiement du réemploi sont nombreux et notamment parmi nous. Et Sud Vin Bio, dans le cadre de Millésime Bio, met en place pas mal de démarches pour justement faire parler du réemploi et essayer de le développer au sein de notre filière. Donc aujourd'hui, sur 2025, qui était le dernier salon qui a eu lieu, on a eu presque plus de 500 bouteilles collectées en réemploi sur le salon, donc un fort engagement. Et cette année, sur Millésime Bio 2026, c'est plus de 300 références qui sont présentes sur le salon en réemploi. Donc ça se déploie petit à petit. On est là pour prêcher la bonne parole et la table ronde aujourd'hui va vous parler des choses concrètes qui sont mises en place sur le marché. Et je conclurai aussi par la praticité, comment, quand on est vigneron, on met le réemploi et l'allègement des bouteilles en place sur le domaine, qui ne sont pas deux choses opposées, les deux démarches peuvent être mises en place sur un même domaine. L'allègement pour favoriser les coûts de transport à la diminution, et puis aussi bien sûr l'environnement. Et par la même occasion, pouvoir agir sur l'environnement par le réemploi. Arrêter concrètement de casser ces bouteilles et de devoir les remouler sur des fours qui engagent de l'énergie. Donc voilà, ça va être les débats du jour, cette table ronde, pour vous aider à qu'est-ce que la vision du réemploi et de l'allègement et comment on peut agir en tant que vigneron aussi sur ces deux aspects qui, là encore, ne sont pas antagonistes. Je vais passer la parole, je te redonne la parole, Valérie, notamment sur les études qui ont été réalisées sur ces modèles vertueux. Oui, merci Fanny. Alors rapidement, effectivement, donc l'année dernière, dans le cadre donc, du partenariat Millésime Bio et Adelph, donc on a pu travailler donc sur une étude pour évaluer effectivement et avoir un peu un état des lieux des types de bouteilles finalement qui étaient présents sur le salon. Étant donné le nombre d'exposants, le nombre de références de bouteilles, ça permet d'avoir une bonne vision de ce qui est un peu sur le marché français. Donc on n'a fait que français. Dans le cadre de ce partenariat et aussi notre partenariat avec Consigne et France Consigne, plus largement. Donc il y a cette étude et cette collecte qui a été menée. Donc concrètement, Millésime Bio 2025, c'était à peu près plus de 21 000 bouteilles présentes sur le salon. Donc là, l'échantillon représentait 8,5% de ces bouteilles consommées à partir donc de ce qui a été récolté, trié et qui correspondait au panel, l'échantillon souhaité. Donc c'était un choix. Donc
que sur les opérateurs français, tout type de bouteilles qui étaient collectées, hors les bouteilles réemployables, puisqu'on voulait voir effectivement les types et par poids de bouteilles, et hors les effervescents qui ont été mis de côté. Donc l'idée, c'était de regarder les bouteilles allégées, c'est-à-dire moins de 450 grammes, les bouteilles lourdes, plus de 580, et puis les standards, les types intermédiaires. Donc vous voyez sur la carte que ce qui a été collecté, ça représente quand même globalement toutes les régions viticoles françaises, donc hors effectivement Champagne, puisqu'on avait mis à part les effervescents. Donc ce qui a été indiqué, les paramètres qui ont été mesurés, donc quelles étaient les couleurs de vin qui étaient représentées, quelles étaient les formes de bouteilles, donc vous les avez là, hein, Bourgogne, Bordelaise, Alsace, bouteilles syndicales, on en parlera aussi tout à l'heure avec Florian, et puis les bouteilles alors atypiques ou autres qui ne rentraient pas dans les premières catégories, la teinte du verre, donc cannelle, feuille morte, blanche ou verte. Donc feuille morte, c'est un petit peu entre cannelle et vert. Et puis le poids vide de la bouteille. Voilà, donc on a une bonne répartition, sur la répartition des modèles qui ont été trouvés, donc 65% de bouteilles de Bourgogne, donc un petit peu moins d'un quart de Bordelaise, 5% de syndicales, 3% de bouteilles type Alsace, 5% d'autres modèles de bouteilles ont été collectés. Si on le regarde par rapport aux teintes, donc majoritairement plus de la moitié, hein, c'est des teintes cannelle, et puis plus d'un quart des teintes feuilles mortes. Voilà. Donc tout ça, ça permet aussi d'avoir des informations quand on réfléchit un petit peu, on en parlera tout à l'heure, hein, de type de bouteille, de modèles et de standards à définir. Il faut prendre aussi ce qui est demandé par le marché, ce qui est demandé par vous, vos professionnels. Donc ça permet d'avoir aussi un état des lieux sur ces caractéristiques-là. Voilà, donc au final, sur le poids des bouteilles, il y a une très bonne répartition un peu entre les trois catégories qui a été définie. Donc on retrouve 30% de bouteilles qui sont allégées, hein, moins de 540, hein, c'est ce qu'on avait dit. Voilà, donc il y a déjà pas mal d'efforts qui sont faits sur la 420, pardon. Pas mal d'efforts qui sont... 450, pardon, merci les termes, on va y arriver. Pas mal d'efforts qui sont faits déjà sur l'allègement. Donc, on va dire un tiers, grosso modo, de bouteilles lourdes, donc sur lesquelles, effectivement, là, ces bouteilles lourdes, on peut y travailler sur l'allègement, on va en parler. Et puis, un tiers de bouteilles intermédiaires qui sont aussi sur des poids, un poids idéal pour le réemploi aujourd'hui. Et donc, ça permet de voir déjà quel est le potentiel déjà de bouteilles aujourd'hui sur le marché qui pourraient déjà basculer facilement sur le réemploi. Voilà, donc ça donnait une bonne vision quand même de l'état des lieux et de là où il faut mettre ses efforts pour s'engager dans ce que Mehdi va nous présenter et les engagements que vous avez. Voilà. Un grand merci Valérie. Bonjour à tous. Donc Mehdi Bespès, responsable du marché vin et spiritueux chez Adelph. Alors, l'intervention d'aujourd'hui, la table ronde va s'articuler autour de deux thématiques principales. Donc, on l'indiquait, là, on parle de réduction. Et dans un deuxième temps, on va vous parler de réemploi. Avant de rentrer dans le cœur du sujet, un petit rappel sur Adelph, qui nous sommes exactement et ce que nous faisons. Adelph, nous sommes un éco-organisme créé en 1993 par la filière vitivinicole. Nous sommes une entreprise privée agréée par l'État et notre rôle, c'est d'accompagner tous les metteurs en marché à se mettre en conformité par rapport à une obligation environnementale qui s'appelle la responsabilité élargie des producteurs. Que dit cette REP ? Elle dit que chaque metteur en marché qui vend des produits qui peuvent générer des déchets sur le territoire national se doit de contribuer à la fin de vie des déchets qu'ils génèrent. Et donc, deux possibilités s'offrent aux producteurs. Soit ils vont collecter eux-mêmes les déchets d'emballage qu'ils génèrent, donc faire du porte-à-porte, ce qui est impossible, ou alors déléguer cette obligation-là à un éco-organisme, Adelph, qui va le gérer pour la filière vitivinicole. Donc dans notre quotidien, donc on a 95% de nos adhérents, ce sont des TPE et des PME, donc des entreprises à l'image de vos vignobles. Et dans notre quotidien, on va interagir dans un écosystème, on va être en contact direct avec les collectivités locales, vers qui on va reverser les éco-contributions pour organiser la collecte et le tri, avec les opérateurs de recyclage,
et avec les citoyens, puisque si on ne sensibilise pas le citoyen au bon geste de tri et demain au bon geste de retour de la bouteille pour le réemploi, malheureusement, on aura peu de chances de valoriser ces emballages. Et enfin, avec les entreprises, donc vos entreprises, avec qui on interagit en apportant du conseil pour éco-concevoir ces emballages. Et en matière d'éco-conception, on va interagir sur 3 grands axes. Ces 3 grands axes, ça va être la réduction, le réemploi et la recyclabilité. 3 grands axes qu'il va falloir justement adresser de façon très, très pointue. Un petit rappel réglementaire, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, plus communément appelée la loi AGEC. Elle a été publiée en 2020. Elle vient introduire un certain nombre d'obligations et d'objectifs à l'ensemble des metteurs en marché. Parmi ces obligations, on va retrouver plutôt des objectifs de réemploi de 10% d'emballage réemployé d'ici à 2027. Et on parle bien là d'emballage réemployé et non pas réemployable. La nuance, elle est très fine, puisqu'un emballage réemployable, c'est un emballage neuf qui n'a jamais fait de rotation et qui est mis sur le marché et qui a vocation à faire du réemploi. La comptabilisation se fait sur des emballages déjà utilisés, donc qui ont déjà été vendus aux consommateurs, consommés pour être ramenés et reconditionnés, en passant par le lavage, bien sûr. Autre objectif très contraignant et impactant pour les metteurs en marché, l'objectif de réduction de 15% du gisement d'emballage ménager, de gisement de déchets d'emballage ménager mis sur le marché d'ici à 2030. Et ce, par rapport aux chiffres de 2010. C'est-à-dire qu'il faut se comparer à 2010, quel était le gisement qui était mis sur le marché en termes de déchets d'emballage, et le réduire de 15%, et il faut l'atteindre d'ici à 2030. Également, des objectifs de recyclage, puisque d'ici à 2030, tous les emballages devront bénéficier d'une filière de recyclage adaptée, sans quoi ces emballages-là ne pourraient plus être commercialisés. Et enfin, l'objectif de 2040, la fin des emballages en plastique à usage unique. Pour parler de réduction, c'est un grand axe sur lequel on travaille, on fait du conseil, on sollicite, on sensibilise nos adhérents. La réduction permet d'atteindre, d'obtenir un certain nombre de gains. D'abord, se mettre en conformité par rapport à l'obligation réglementaire de réduction, répondre aux attentes des consommateurs. Aujourd'hui, 70% des consommateurs disent que c'est aux producteurs de mettre en place des actions pour réduire l'empreinte environnementale des emballages qui sont commercialisés. Et puis également, ça a des vertus d'un point de vue économique, puisque l'allègement permet de réduire le budget, ces budgets. Je vous ai laissé sur cette slide un exemple concret d'un allègement de 130 grammes sur une bouteille de 550. Donc ça représente 23% de matière qui est économisée, matière verte, moins de 43% d'émissions carbone en moins, donc l'équivalent de 241 grammes par équivalent CO2 par bouteille, et la réduction de 23% des coûts d'achat de matières premières, soit pour 100 000 bouteilles, une économie de 6 500 €, ce qui n'est pas dérisoire. Et puis, pour accompagner et sensibiliser l'ensemble de nos adhérents à faire de la réduction, on a lancé en 2025, c'est une première, des appels à projets, des AAP, pour réduire les poids des bouteilles. Alors, il y a eu 2 vagues d'appels à projets. Le premier concernait les bouteilles syndicales. Et donc, on est allé voir les syndicats intéressés. On leur a dit, si vous souhaitez, si vous avez besoin d'un coup de pouce ou d'un accompagnement dédié d'Adelph pour vous aider à alléger vos bouteilles syndicales, on est là pour vous et on vous accompagne. Et donc, il y a eu 5 organisations professionnelles qui ont répondu à l'appel. Parmi elles, 4 syndicats d'appellation, Tavel, les Côtes de Provence, Picpoul d'Opinay et Grès de Montpellier, et l'interprofession de Champagne, le comité Champagne. En parallèle de ça, on a lancé un deuxième appel à projet qui était davantage à destination des metteurs en marché, et donc des professionnels. Et là, ça concernait les bouteilles propriétaires. Donc, ce sont des bouteilles de marque, en fait, qui appartiennent à une marque spécifique et qui sont très souvent beaucoup plus lourdes, avec des embossages, avec certaines typologies. Et donc, on a eu 7 entreprises qui ont joué le jeu. Donc
là, on n'en voit que 6, ils sont 7. Donc, c'est Marie Brizard, Pierre Chavin, Joseph Drouin, Delaunay, le groupe Crochet de France, Advini, qui ont joué le jeu. Je vais laisser la parole donc à Florian, le président de l'AOC Tavel, pour nous présenter un petit peu le projet avec l'AOC pour la réduction des poids bouteilles. Merci Mehdi. Oui, le vice-président du syndicat de l'appellation à Tavel. Écoutez, nous, ça nous tenait à cœur justement de vous accompagner dans cette présentation, tout simplement parce qu'on est au cœur, nous vignerons, d'une équipe syndicale où on est tous vraiment imbriqués, chacun de son côté, à travailler pour faire que le syndicat d'appellation et ce cru Tavel puisse émerger. Et on a une particularité avec la bouteille syndicale, c'est que notre première bouteille syndicale a été créée en 1986. Elle était déjà relativement légère, en dessous de 420 grammes. Puis petit à petit, il y a eu la volonté des vignerons et des vigneronnes à vouloir monter en gamme, c'est-à-dire vraiment valoriser leur cuvée au sein de filières entre guillemets CHR, restauration. Et donc le vigneron, lui, à chaque fois qu'il nous montrait des modèles, amenait à chaque fois des bouteilles un peu plus lourdes, un peu chiadées, avec des logos, avec des bagues, avec des piqûres, etc. Donc à un moment donné, on a dit, et ça c'était à partir de 2012, on a dit on va alourdir la bouteille syndicale, on va la rendre un peu plus voyante, visible, avec un verre extra blanc. Et donc là, on a passé un cap. C'est-à-dire de 420 grammes, nous sommes passés à 538, 539 grammes. Et 2021 est arrivé. Donc l'épidémie Covid est arrivée. Et derrière cela, eh bien, il y a une autre volonté, notamment les jeunes vignerons, à dire mais on est peut-être allé un peu plus loin. Finalement, cette bouteille-là, en termes de vente, elle ne progresse pas. Les vignerons, petit à petit, utilisent de la bouteille foncée, de la bouteille allégée, parce que ça ne colle plus au marché. Donc, petit frein à main, et derrière, justement, une petite, je dirais, revue de presse, entre guillemets, avec notre distributeur qui était, et notre fabricant qui était OI, en disant, voilà, mais demain, on va passer un appel d'offres. On veut redescendre à 420 grammes tout en gardant notre identité, tout en ayant toujours cette flûte qui fait partie un petit peu des murs de la maison de Tavel. Et derrière, on va essayer en très peu de temps de réduire notre impact et notamment de réduire le poids de cette bouteille. Alors c'est allé relativement vite parce que à partir du moment où on fait un appel d'offres, dans l'appel d'offres on met un cahier des charges, on sollicite beaucoup plus de verriers, mais derrière on a un retour relativement rapide. Je crois que l'appel d'offres a dû durer autour d'1 an par rapport à la faisabilité technique. Et du coup derrière on a embrayé directement sur la fabrication. Cette bouteille est arrivée sur notamment le marché en juin 2025. Donc en fait, vous allez avoir quelques petites différences. On va revoir justement, on va en parler un petit peu de ces différences. Je pense que sur le slide, vous avez l'ancienne bouteille. Là, c'est important de partir justement. La bouteille créée en 1912, dont vous avez sur une bague plate sur la partie supérieure avec une gravure intérieure de l'écriture Tavel. Et puis derrière, le logo qui se reconnaît au centre de la bouteille avec le blason et le T au centre. Mais ce qui pèse énormément lourd, ça va être sur la piqûre, c'est-à-dire sur le fond, vous avez une inclusion, et sur cette inclusion, vous avez un T gravé aussi. Donc on le voit justement sur le slide à droite, vous avez dans la piqûre vraiment ce T pour imprégner un petit peu, je dirais, l'appellation et notamment le phénomène de couleur qu'on pourrait avoir quand on incline les bouteilles horizontalement. Donc tout ça avait un poids, quand même. La bouteille, elle fait 1 cm, cette bouteille 1,5 cm de plus sur la hauteur. Et donc si on repart sur maintenant la bouteille qui existe, voilà, on n'a pas révolutionné, je dirais,
le plan Verrier, on a juste enlevé les inclusions de gravure sur la bague plate sur la partie supérieure. Le thé est resté tel quel, sauf que là où on a énormément gagné de poids, c'est sur le fond de bouteille, cette piqûre n'existe plus, on est sur un fond plat. Du coup, on a pu alléger l'équivalent de 115 grammes, mais sur la totalité de la longueur de la bouteille, vous avez quand même 1,5 cm de moins. Donc, il y a quand même une grosse différence dans le sens où le vigneron, lui, doit changer ses cartons. Quand c'est du 6 debout ou du 3 x 2 couché, bien évidemment, mais ça fait des cartons plus petits. Mais derrière, il y a toute une économie d'échelle qui s'est mise en place. C'est-à-dire que la première bouteille que vous avez vue, après le Covid, avec un petit peu l'augmentation des prix Verrier, on était monté sur des tarifications avoisinant les 500 € du 1000. Aujourd'hui, dès le mois de juin 2025, on est redescendu. Pour les vignerons, c'est important. Pour l'appellation, c'est important. À des prix allant de 324 € du 1000 à 328. Donc derrière, quand vous produisez sur la totalité du cru l'équivalent de 3 millions de bouteilles, vous voyez un petit peu la réduction, notamment du coût que ça peut représenter sur l'appellation, mais pas que. Pas que. On est allé chercher aussi des prix sur le transport, bien évidemment. 110, 115 grammes sur 600 bouteilles, mais derrière, vous faites un semi-complet. Mais derrière, ça fait du poids. Ça fait du poids, donc l'allègement, il a tout son sens. Il a un sens économique. Il a un sens pratique aussi, puisque les cartons... Finalement, quand vous travaillez avec du 3 x 2 couché, bien évidemment, vous avez des rangs de 10. Là, on peut refaire des rangs de 11, donc des palettes plus petites en termes de hauteur. Des rangs de carton qui sont vraiment bien ergonomiques autour d'une palette Europe. Et derrière, bien évidemment, quand vous faites du tiré-bouché sur du stockage de 3 étages de box de 600, c'est plus léger aussi. Donc, certains vignerons aujourd'hui, avec cette nouvelle bouteille, vont jusqu'à 4 rangs, 4 hauteurs. Donc, ça fait de la place en cave. Ça, c'était important de le souligner. Mais surtout, voilà, on a été un peu les précurseurs de s'inscrire dans l'allègement de la bouteille, en ayant en conclusion pris conscience d'une chose, c'est que c'est vrai que la mode nous a amené à alourdir la bouteille. Et en fait, on a suivi cette mode-là naturellement, comme tout bon vigneron. On a essayé de revaloriser et de mettre à la hausse toutes les cuvées des vignerons. En fait, on s'est trompé. Voilà, l'idée, c'était de dire à la fin, on s'est trompé, non, avec la bouteille qu'on avait, qui était existante depuis 1986. En fait, on tournait très très bien comme ça, et aujourd'hui, le consommateur est capable d'accepter justement des bouteilles légères. Et donc, je pense que derrière, au niveau collecte de bouteilles, au niveau allègement bouteilles, aujourd'hui, tous les vignerons qui ont participé justement au cahier des charges de cette bouteille qui appartient au syndicat. Voilà, c'est pas une bouteille qui appartient au verrier, ça c'est important de le souligner, c'est une bouteille qui appartient au syndicat. Donc c'est vraiment une bouteille qui a suscité beaucoup de réflexions de la part des vigneronnes et des vignerons. C'est un travail d'équipe en fait, c'est un travail essentiellement, cette bouteille syndicale entre vignerons, 80 opérateurs, 4 caves coopératives qui produisent du Tavel. Donc on est content d'avoir franchi le pas et de la développer. Voilà. Un grand merci Florian pour ces précisions. Effectivement, c'est un projet qui est hyper intéressant. Bravo d'avoir passé le pas et de vous être investi là-dedans. Vous avez mentionné pas mal le collectif, l'équipe dans ces travaux-là. Adèle, c'est un peu ce qu'on essaye de mettre en place sur ces sujets.
grâce aux appels à projets, justement, réduction, ce que je présentais juste à l'instant. Donc ce sont 5 organisations professionnelles et en termes d'impact, ça représente quand même 250 millions de bouteilles, soit l'équivalent de 9,7 kilotonnes de verre en moins par an, ce qui est assez considérable. Et en termes de moyenne de réduction sur ces 5 organisations pro, on est aux alentours de 17% de réduction sur les poids bouteilles. Pour aller plus loin, donc en matière d'éco-conception, de réduction, peut-être Maud Dubois, donc de chez Veralia, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des projets, des actions que vous menez en tant que verrier sur ces aspects-là? Bonjour à tous, merci Mehdi. Bravo Florian pour votre belle bouteille Tavel. Ça fait plaisir à entendre des vignerons qui sont engagés comme ça sur l'allègement, parce que nous, chez Veralia, alors on est un verrier, ça fait un peu plus de 200 ans qu'on fabrique des bouteilles et des pots en verre en France, avec une usine historique qui était basée à Voraux, Soissons. Et Veralia a été très vite engagé pour réimaginer le verre pour construire un navire durable. Aujourd'hui, c'est notre raison d'être. On a été le précurseur, on a été le premier verrier à lancer une feuille de route RSE assez ambitieuse dès 2019. Et c'est des engagements forts pour la filière, pour vous aussi, filière viticole, pour la filière verrière. Et tout ça, comme vous le dites, c'est collectif. Et nous, derrière aussi, c'est collectif. Et en fait, l'allègement, chez nous, Veralia, ça fait plus de 17 ans qu'on en fait. Ça fait 17 ans qu'on a créé notre marque Ecova, éco-valorisée. Donc, un certain nombre de bouteilles aujourd'hui que vous connaissez, donc qui appartiennent à ce qu'on appelle, nous, des grands standards, qui sont les fameuses bouteilles Ecova Evolution ou Ecova Tradition, en fonction des marchés. Et bien, toutes ces bouteilles-là avaient un poids à l'époque, même si je prends l'évolution, qui était à 450 grammes, qui était pour nous déjà une bouteille légère à l'époque, en 2019, avait déjà été allégée à 400 grammes en 2019. Et on est allé encore plus loin, puisque l'année dernière, il y a 2 ans, on l'a lancé en Ecova 2, puisqu'on allait jusqu'à 370 grammes. Aujourd'hui, le modèle standard pour le marché, et maintenant en poids standard, donc nous ce qu'on recommande c'est 370 grammes. Donc on est passé en dessous de la barre des 400 grammes. Et c'est important, mais c'est plus de 15 ans de recherche, c'est 15 ans d'efforts. Et aujourd'hui, en allégeant les bouteilles, on va aussi jusqu'au bout de nos limites industrielles. Mais ça, on y arrive grâce à des équipes engagées, les verriers, on y croit tous, et ça fait partie d'un ensemble d'ambitions chez Veralia. Parce qu'en fait, le verre, nous on croit que c'est le matériau d'aujourd'hui, c'était le matériau d'hier, d'aujourd'hui, mais surtout le matériau de demain. Pour le vin, ça reste le matériau qui est 100% recyclable et à l'infini. Il est neutre, il est inerte, il est fait à partir de matériaux naturels. Donc pour nous, il n'y a pas de question. Mais par contre, on sait, on a un défaut, c'est qu'on consomme beaucoup d'énergie. On l'a dit, on consomme beaucoup d'énergie pour fabriquer du verre, donc on va travailler sur différents piliers pour décarboner nos produits. Donc on va décarboner sur le plan environnement, sur notre partie fusion, puisqu'en fait aujourd'hui nos émissions de CO2, comme on en parle, c'est surtout pour faire fondre le verre. Donc un des moyens, c'est effectivement de réutiliser les bouteilles, donc de ne pas les fabriquer pour les refabriquer, donc ça c'est un pan. Mais il y a aussi donc déjà d'utiliser des énergies bas carbone. Donc aujourd'hui, on est dans une phase où on électrifie nos fours. Et ça, je vais en parler parce que c'est important. Et donc on travaille sur la fusion, mais moi, à mon niveau, au niveau des équipes marketing, on va travailler sur l'allègement. Parce que 1 gramme de verre en moins, c'est 1 gramme de CO2 qui n'est pas émis dans la nature. C'est basico-basique. Donc nous, on a tous intérêt à alléger collectivement parce que forcément, on émettra moins de CO2 ensemble. Et donc, pour alléger, oui, il faut faire des compromis. Et ça, il faut l'entendre. Mais ces compromis-là sont dans une bulle globale d'économie d'échelle, vous l'avez dit. Est-ce que vous ne dites pas, nous on allait même plus loin sur d'autres marchés, sur les bières par exemple, on a travaillé avec des brasseurs, puisqu'on a été le premier verrier à avoir allégé la fameuse long neck 33 centilitres,
poids basique, pareil, de 110 grammes. Aujourd'hui, il y a une long neck Ecova à 185 grammes. Et bien, on a fait des calculs en travaillant avec des cartonniers. Et ben, même en basculant sur des cartons, en fait, comme la bouteille, elle a perdu un petit peu de dimension, elle a un peu maigri, et ben, le carton aussi a maigri. Et économiquement aussi, le carton a coûté plus cher. Donc, même en changeant toutes ces matières sèches, le brasseur a pu en fait revenir avec le poids, en gagnant économiquement et en gagnant économiquement sur le carton. Finalement, le coût engendré par le changement de toutes ces matières sèches en fait était compensé par l'allègement. Donc voilà. Donc nous, on est très précurseurs. Donc sur la gamme 20, aujourd'hui, plus d'un modèle sur deux de la gamme est allégé. Et aujourd'hui, on est même allé plus loin puisqu'on a lancé une bouteille l'année dernière, une bordelaise R, donc à 300 grammes, qui est une prouesse technique qui a demandé 2 ans de recherche et développement, qui est aujourd'hui proposée au marché du vin. Et là, on vient de lancer également la Bourgogne, également 300 grammes. Alors attention, ce que j'expliquais à midi lors de différents échanges, c'est que ces bouteilles-là, elles sont conçues pour un usage. Donc aujourd'hui, vous êtes des vignerons, vous parliez de mise en pile, de caisse-file et autres. Ces bouteilles-là, ils n'ont pas été forcément conçues. Donc la 300 grammes n'a pas été forcément conçue pour ce type d'usage. Par contre, 370 grammes, aujourd'hui, on est capable de dire que oui, elle peut accéder à votre process. Donc c'est des tests, on est là pour accompagner. Et toute cette démarche d'allègement est valable pour les vins tranquilles, sur tout type de modèle, des bordelaises, des bourguignonnes, des flûtes, puisqu'on allège aussi les flûtes, et également les carbonatés. Vous parliez de la bouteille champenoise 800 grammes, pareil, prouesse technique. Et également, on a travaillé sur une nouvelle méthode traditionnelle à 720 grammes. Ça y est, c'est une réalité. Les bouteilles carbonatées aussi s'allègent. Donc, tout cela pour accompagner la décarbonation de la filière. Merci Maud. Juste pour reprendre votre raison d'être, donc réimaginer le verre pour un avenir durable, c'est exactement ça. Donc pas mal de prouesses techniques, pas mal de travaux pour faire en sorte que l'empreinte environnementale au global de la filière soit beaucoup plus réduite. Et pourquoi pas atteindre la neutralité au final. On va enchaîner avec la deuxième partie de cette table ronde. On va parler de réemploi. Et donc pour introduire le sujet, je vais laisser la parole à Clémence Hugo. Donc Clémence, si tu veux te présenter. Merci Mehdi. Clémence Hugo, je suis la coordinatrice nationale de France Consigne. Je vais commencer par présenter un petit peu notre fédération. On a été créé en 2022 et donc notre fédération regroupe des industriels du réemploi qui ont été pionniers en fait sur le relancement de la filière de réemploi des bouteilles en verre en France. Et notre objectif, ça va être d'accélérer la montée en puissance du réemploi qu'on constate actuellement. Moi, c'est la 3e année que je prends la parole à Millésime Bio et je constate d'année en année que l'engouement est de plus en plus important pour le réemploi. Les vignerons qui viennent parler avec nous sur le stand en fait, ont des questions de plus en plus pointues, de plus en plus précises. Le réemploi, c'est plus quelque chose de flou en fait, pour eux. En fait, c'est concret. Là, ils veulent savoir comment y passer, vers qui se tourner, mais alors qu'avant, on était vraiment sur des questions beaucoup plus lunaires, en fait, où le réemploi, c'était un petit peu plus un ovni dans le paysage viticole. Donc là, on est vraiment dans le concret, c'est bon, je veux y passer, comment je fais. Et là, sur le stand, en fait, avec nos adhérents, on est capable de répondre à leurs questions, de proposer, de les accompagner sur toutes les étapes pour passer au réemploi. Donc en fait, on a vraiment comme ligne de mire 3 piliers principaux. Le premier, c'est l'interopérabilité. Nous, on développe vraiment le réemploi. C'est quelque chose qui doit être mutualisé à l'échelle nationale. Et pour ça, en fait, il faut qu'il y ait des contenants, des bouteilles qui soient interopérables, qui circulent sur le territoire et qui passent d'un producteur à l'autre au fil des cycles sans aucun problème. On est là aussi pour garantir l'efficience de la filière de réemploi. On promeut, en fait, on est garant du réemploi effectif des contenants, en fait. Et le dernier point, bien sûr, c'est de s'assurer de l'impact de la boucle à chacune de ces étapes. Aujourd'hui, nos principaux champs d'action, ça va être vraiment la partie technique et opérationnelle du réemploi.
Donc, par exemple, on rédige des cahiers des charges techniques, on mène de la R&D, tout ça pour améliorer l'efficience de la filière. Et puis aussi, on fait de la communication à destination de publics professionnels, donc des metteurs en marché, mais aussi des collectivités, pour embarquer en fait le plus de monde dans la filière. Donc quelques chiffres sur notre fédération. Aujourd'hui, on est 11 adhérents avec ils ont tous une expertise vraiment à 360 degrés de la boucle. C'est pour ça, donc d'abord ils accompagnent les metteurs en marché à passer au réemploi, parce qu'on a parlé donc de bouteilles standards. Il y a aussi un sujet technique autour des étiquettes qui doivent partir au lavage. Donc tout ça, c'est l'expertise que nos adhérents vont apporter aux metteurs en marché qu'ils accompagnent. Ils accompagnent aussi les magasins à devenir point de collecte, parce qu'en fait, le consommateur doit trouver les endroits pour rendre les contenants. Et puis après, il y a toute la boucle opérationnelle de collecte, de tri, de massification, de lavage pour reconditionner en palette, une palette verrière, en fait, telle qu'un verrier, pour revendre aux metteurs en marché. Donc aujourd'hui, on a 5 centres de lavage sur le territoire, 810 metteurs en marché qui sont partis dans la démarche. Et aujourd'hui, on a plus de 11 millions de bouteilles réemployées depuis le début d'activité de nos adhérents. Et tout ça va bien sûr de manière crescendo. Donc aujourd'hui, moi, ce que je voulais faire, c'était aborder quelques petites actualités réglementaires autour du réemploi. Bon, la première, Mehdi en a déjà parlé, mais c'est vrai que l'échéance se rapproche vite. C'est la loi AGEC, dont la prochaine échéance est en 2027. Donc 2027, c'est quand même demain. Hein, et où là, les metteurs en marché doivent avoir 10% d'emballage réemployé. Donc c'est vraiment un fil rouge qui doivent accompagner la réflexion des metteurs en marché dans leur démarche et en fait considérer donc le réemploi non pas comme une obligation, effectivement la loi est là, mais aussi comme une opportunité d'ouvrir certains marchés, de se démarquer. Enfin voilà, le réemploi doit être vu aussi comme une opportunité et et pour ça, les éco-organismes sont aussi là pour soutenir. Mehdi en a parlé, il y a des appels à projets tous les ans au printemps, il me semble. Voilà, c'est ça. Donc vraiment, les metteurs en marché, vous n'êtes pas seuls dans la démarche et il y a plein de structures, plein de personnes qui sont là pour vous accompagner à tenir ce cap. Et le deuxième sujet, en fait, actualité qui est arrivé l'été dernier, je voulais vous parler de la capsule, parce que quand nos adhérents accompagnent les metteurs en marché, on a comme recommandation d'enlever la capsule. Alors ça bouscule un peu les codes. J'ai discuté avec des cavistes hier qui nous disaient oh mon Dieu, mais la bouteille sans capsule, c'est pas possible. Voilà, effectivement, il y a un travail, il y a l'habitude, c'est un code du milieu viticole, mais aujourd'hui, la capsule est plus obligatoire déjà depuis plusieurs années. Mais ça impliquait pour les metteurs en marché quand même une DSA, donc de l'administratif en plus, c'était un petit peu lourd comme process. Et depuis l'été dernier, en fait, il y a un décret qui est paru. Et maintenant, une simple facture suffit à remplacer la capsule et à être en conformité avec la loi. Et je vous invite, si vous voulez plus d'infos, à discuter avec... donc sur l'espace partenaire, nos voisins, il y a les douanes. Et donc, si vous voulez en savoir plus, en fait, je vous invite à aller discuter avec eux. Mais voilà, c'est simplifié. Donc, il y a plus de contraintes pour se dire j'enlève pas la capsule, mis à part donc cette barrière psychologique d'esthétique. Et voilà, il y a plusieurs avantages à enlever la capsule. Le premier, c'est que c'est un déchet non valorisable en moins, donc ça permet de supprimer ce déchet. Le deuxième, ça va être d'économiser quelques centimes par colle, parce que mine de rien, c'est de la matière en plus que vous mettez sur vos bouteilles. Le troisième point, c'est plus à destination des industriels du réemploi, mais c'est une opération en moins quand la bouteille arrive en centre de tri ou en centre de lavage. Et après, en fait, l'idée, c'est que du coup, plus de capsules, donc on voit votre bouchon. Et en fait, voilà, c'est l'occasion en fait de faire preuve un peu de créativité. Nous, on a des producteurs qui ont choisi d'enlever la capsule et en fait, du coup, qui se sont lâchés sur le design du bouchon, et ça peut faire des choses assez chouettes, surtout sur des bouteilles blanches. J'ai amené 2 exemples ici, mais voilà, il faut revoir. Le bouchon peut avoir ce rôle un peu esthétique.
Et donc, une autre actualité qui est liée à notre fédération, on a choisi l'année dernière de lancer une labellisation pour les imprimeurs. Alors, pourquoi on a fait cette démarche? Parce que, en fait, il faut savoir que c'est un maillon intégral de la boucle de réemploi, l'imprimeur, puisque c'est lui qui va produire les étiquettes. Et on a, comme je l'ai dit tout à l'heure, les étiquettes doivent s'enlever quand on passe dans la laveuse. Et pour ça, donc, il y a des éléments techniques à suivre, à connaître. Et donc, il est nécessaire en fait d'accompagner les imprimeurs à rentrer en fait dans cette transition circulaire de l'étiquette. Et puis aussi parce qu'on a constaté chez nos adhérents dans les centres de lavage que la majeure partie des rebuts à l'issue du lavage a été liée à des étiquettes qui s'enlevaient pas ou mal. Donc il y avait vraiment un intérêt à aller accompagner les imprimeurs. Donc toujours dans cet objectif en fait de qualité et d'efficience de la filière. Donc aujourd'hui, on labellise des imprimeurs avec un process en 4 étapes. Le premier, c'est de la formation des équipes pour qu'ils comprennent bien les enjeux techniques du réemploi. La deuxième, ça va être un audit de l'imprimerie pour voir un peu leur process et donc avoir plus de verrous pour éviter les non-conformités, éviter les erreurs de production. Il y a aussi la visite d'un centre de lavage parce qu'en fait, il est très important qu'ils arrivent à se projeter jusqu'au bout. En fait, que deviennent leurs étiquettes et pourquoi on leur demande de respecter certains adhésifs, d'éviter certaines choses, certains ennoblissements sur les étiquettes. Donc, c'est vraiment une étape très concrète, importante dans le process de labellisation. Et puis enfin, on demande quand même d'avoir des expériences réussies d'étiquettes lavées. Voilà, pour aller au bout de la démarche, d'avoir quelque chose de concret. Donc aujourd'hui, on a labellisé 4 imprimeurs, qui sont cités ici. Donc l'Orge Imprimerie, Guigon, Despès et Stick Image. Et on a 11 imprimeurs qui sont en cours de labellisation, qui sont engagés. Et nous, c'est pour les metteurs en marché, c'est un gage de sérénité de passer par des imprimeurs labellisés, puisque en fait, c'est un imprimeur qui va être expert sur le développement d'étiquettes en réemploi. Donc au niveau de vos étiquettes, vous avez une certaine sérénité pour savoir que ça va s'enlever au lavage. Un grand merci à Clémence pour ces éclairages. Alors effectivement, ce que je retiens de ton intervention, c'est que effectivement, on change de modèle complètement, et donc il va falloir s'adapter. Et aujourd'hui, dans France Consigne, vous devenez préconisateur au final. Donc vous avez toute cette connaissance que vous avez accumulée au fil des ans et qui continue. À Delft, depuis hier, donc on est partenaire. On est fiers de devenir partenaire et on espère pouvoir aussi vous accompagner et vous aider sur le travail sur ces différentes contraintes, on va dire, qu'on va arriver à lever ensemble. Top. Tu parlais également tout à l'heure de solitude, parfois des entreprises pour passer au réemploi. C'est pas évident, effectivement. Donc l'objectif aussi de cette table ronde, c'est de démontrer que en fait, vous, entreprise, vous n'êtes pas seul. On est là pour vous accompagner, pour vous aider, pour vous aider à passer le cap du réemploi. Sachez que depuis maintenant 3 ans, on a lancé des appels à projets côté Adelph pour financer, pour aider les entreprises qui souhaitent faire du réemploi à passer le cap. Donc, ça a été lancé en 2023. En 2023, c'était la première année de lancement et c'était encore assez timide. On a eu une vingtaine quand même de candidatures. En 2024, on a eu 132% de projets en plus. Et en 2025, ça a continué à augmenter. Donc, sur ces 3 années, on a budgétisé l'équivalent de pratiquement 10 millions d'euros pour aider l'ensemble de nos adhérents à travailler sur le réemploi. Alors, c'est des financements, c'est des enveloppes qui leur permettent de mener des études, de faire des expérimentations, de passer à l'échelle. Et puis également, de mener des campagnes de sensibilisation dans le cas où ils auraient lancé déjà des gammes en réemploi. Donc, réellement, aujourd'hui, on met tout en œuvre pour aider les entreprises à y aller. En parallèle de ces projets individuels, on a également un projet qui a visé davantage
nationale et collective qui s'appelle le projet Reuse. Aujourd'hui, c'est à l'échelle d'une expérimentation qui a été lancée le 12 juin dernier dans le nord-ouest de la France. C'est quoi Reuse? C'est développer le réemploi dans 4 régions administratives que sont la Bretagne, les Pays de la Loire, la Normandie, les Hauts-de-France. Et c'est au niveau de la GD, de la grande distribution, équiper des enseignes avec des points de collecte pour pouvoir créer ces boucles de réemploi à l'échelle de cette région administrative. Ça couvre un large marché, donc la boisson, dans les vins, la bière, également les produits frais, et puis les produits de conserverie salée. Donc, dans cette zone d'activation, donc dans le nord-ouest de la France, c'est aujourd'hui 16 millions de consommateurs qui ont accès à des produits qui peuvent être achetés dans des contenants réemployables. Alors, on a développé ce site internet qui s'appelle le Réflexe Gagnant Réemploi, où les consommateurs peuvent aller pour identifier dans leur région, dans leur zone, là où ils habitent, dans leur localité, quels sont les points, quels sont les magasins qui ont rejoint l'activation. Et comme vous pouvez le voir, en matière d'enseignes qui ont embarqué dans le dispositif, on en a 6, Intermarché, Coopérative U, Carrefour, Monoprix, Leclerc et la Brasserie du Bout du Monde. Et ce sont aujourd'hui plus de 400 magasins qui sont déjà dans le dispositif. L'expérimentation devrait durer 18 mois, donc elle a été lancée le 12 juin dernier, et normalement, début d'année prochaine, on devrait, je l'espère, je croise les doigts, passer au déploiement national. Pour vous donner une idée un peu plus claire du fonctionnement du dispositif en magasin, je vous ai prévu une petite vidéo d'1 minute qui vous expliquera un peu le fonctionnement. Bienvenue dans le rayon des emballages réemployables consignés. Venez, je vais vous montrer. Quand le consommateur arrive face au rayon, c'est important qu'il comprenne rapidement les 3 grandes étapes. D'abord le choix du produit, ensuite qu'il faut le rapporter en magasin pour récupérer son montant de consigne. C'est le montant qui est avancé par le consommateur au moment de l'achat et qui va l'inciter à rapporter son emballage réemployable en magasin afin qu'il fasse de nouveaux cycles de réemploi. Petit focus à présent sur les emballages. Il y en a que vous connaissez déjà, ce sont les iconiques de vos marques habituelles, à la différence près que ceux-ci sont évidemment en format réemployable. La nouveauté, ça va être les emballages dits standards, qui eux sont en fait mutualisés et vont permettre d'optimiser les circuits de réemploi. On trouve sur certains, donc, qui sont les Herker, la mention réemployable qui est embossée dans la bouteille. Donc les emballages portent également un picto-repère, rapportez-moi pour réemploi. Ce picto va permettre aux consommateurs de bien reconnaître la gamme en magasin, mais également de les retrouver facilement chez eux. Ici, nous sommes devant une machine de récupération. Donc le consommateur va pouvoir déposer ici l'emballage réemployable et récupérer sa consigne, soit sur sa carte bancaire ou bien sur un bon d'achat. Dans les magasins où il n'y a pas de machine de récupération, le consommateur va pouvoir remettre au personnel du magasin ses emballages réemployables, à l'accueil du magasin ou en caisse centrale. Les emballages seront scannés et le consommateur récupérera son montant de consigne, soit par bon d'achat, soit en remboursement sur carte bancaire. Les emballages sont stockés, envoyés en centre de lavage et re-remplis afin de pouvoir être remis en rayon et commencer un nouveau cycle. Avec le parcours consommateur qu'on vient de voir, on a travaillé sur 3 leviers clés qui permettent d'inciter le consommateur à adopter le geste de réemploi. Tout d'abord, la mise en avant de l'offre. Ensuite, la bonne explication du parcours consommateur. Et enfin, la pédagogie autour du geste retour qui va véritablement permettre de créer différentes boucles et cycles de réemploi. Voilà la petite explication du projet Reuse. On espère que ça va être un succès. Donc, comme vous l'avez entendu, il y a la possibilité d'embarquer avec soit des iconiques, ce sont des emballages de marques propriétaires aux entreprises, soit en passant par la gamme d'emballages standards. Les emballages standards dans le monde du vin, on y travaille depuis plusieurs mois, voire quelques années déjà, pour développer cette future bouteille Herker. Pour vous donner un petit peu l'état d'avancement de ces travaux, donc, on a mené depuis quelques mois des enquêtes, des études, notamment une enquête pour identifier quels étaient les formats les plus utilisés dans le monde du vin. Donc on en a trouvé, forcément c'est la bordelaise et la bourguignonne, et bien également les teintes les plus répandues. Donc, alors là, c'est une étude qui ne concernait pas forcément uniquement les vins bio, c'était une étude nationale. Donc c'était bio et conventionnel confondus. Donc on a eu 2 teintes différentes pour la bordelaise, la verte foncée et la transparente, et la feuille morte pour la bourguignonne.
En parallèle de cela, on s'est rapproché d'un cabinet de conseil pour identifier quel pourrait être le poids minimum, au maximum plutôt, pour adresser le réemploi grâce à une bouteille standard. Et puis, enfin, on a travaillé sur les marquages des standards. Donc, on est parti sur un marquage qui serait présent dans la piqûre de la bouteille, un peu comme ce que présentait tout à l'heure Florian, donc dans la partie basse. Et donc, on peut voir ici le fameux R qui distingue donc le réemployable avec le cœur au centre et une mention réemployable en toutes lettres tout autour de ce RK. Et on a travaillé également conjointement et de façon assez proactive avec Veralia, qui est notre partenaire sur ce projet-là, pour développer cette future bouteille RK. Maud, je vais te passer le micro pour parler un petit peu des étapes du process, un petit peu d'élaboration de ce format standard. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas simple, ça demande un petit peu de temps, mais on y arrive. Merci Mehdi. Donc juste en introduction au sujet réemploi après l'allègement, il faut savoir que nous verriers, on ne met jamais en confrontation les verres perdus, donc one way, qui vont aller dans le recyclage avec le réemploi. Parce que c'est deux conceptions complètement différentes en termes de bouteilles. Et aussi, il faut savoir, c'est que les verriers ne sont jamais désengagés du réemploi. Il faut savoir par exemple que la gamme bière, tous les modèles de la gamme bière sont réemployables aujourd'hui. La gamme standard qu'on propose à tous les brasseurs de France. Et donc déjà, on a toujours su faire et on sait faire des bouteilles réemployables. Deuxièmement, Veralia, on a été précurseur dans le retour du réemploi en France. On est partie prenante d'un certain nombre d'acteurs, notamment Bout à Bout, qui est un laveur. On est actionnaire de ce laveur. Et on a tout de suite été engagé lors de l'activation Reuse menée par Citeo à Delft. Et donc, on a répondu à tous les appels d'offres. Et on a gagné notamment ceux des vins, fort de notre expérience sur nos développements bouteilles. Et donc, il fallait lever un certain nombre de problématiques, puisque, comme je le disais, une bouteille conçue pour le réemploi n'est pas la même chose qu'une bouteille conçue pour la mettre dans une benne verre. Déjà, il faut, nous, verriers, quand on fabrique une bouteille, elle subit un certain nombre au-delà d'être formée, de sortir du four, elle est toute belle, elle est toute orange, elle fait 1500 degrés, elle prend sa forme. Nous, les bouteilles, elles sont toutes contrôlées. On garantit au metteur en marché que la bouteille n'a aucune problématique pour son usage et sa consommation, jusque chez le consommateur, dans leur placard, dans leur débouchage, dans leur usage. Et ça, c'est important parce qu'en fait, c'est là où on va accompagner aussi les laveurs et autres sur quand on va nettoyer la bouteille, il faut que la bouteille qui soit au bout de la chaîne, elle ait la même propriété technique que la bouteille qui est neuve. Donc déjà, c'est le premier point. Deuxième point, c'est le bouchage. Sur les bières, on connaît la capsule, c'est, si vous regardez bien, toutes les bouteilles qui sont réemployables et qui ont toujours été réemployées, c'est de la capsule métallique. Donc on connaît les contraintes. Donc on va travailler sur la bague où il n'y aura pas de problème. Un des leviers qu'il fallait qu'on lève, c'est vrai que le réemploi dans le vin, ça s'est fait. Il y a déjà des activations qui ont été faites localement via le réseau Vrac et Réemploi, notamment, dont on est adhérent. Et il fallait levier le frein du bouchage. Quel est le meilleur bouchage pour le réemploi dans le vin ? Donc au départ, on se dit, est-ce que c'est le bouchage à vis ? La capsule, ben non, c'est pas du tout dans les usages du vin, donc on peut pas proposer. Et donc, ok, on a fait l'étude, vous avez fait l'étude, il faut rester sur du bouchage liège. Très bien, mais est-ce que le bouchage liège, aujourd'hui, était adapté au réemploi ? Donc avant même de développer une bouteille, il fallait qu'on puisse nous prouver que la bouteille, si elle fait plusieurs cycles de rotation, elle puisse supporter plusieurs cycles de bouchage-débouchage. Et il faut savoir, un limonadier, donc, que vous utilisez pour le tire-bouchon que vous utilisez, en fait, je me permets, en fait, va venir faire des micro-gravures à l'intérieur de vos bouteilles. Et c'est ça qui va créer des fragilités. Et ces fragilités-là, à l'intérieur de la bouteille, il fallait qu'on prouve, nous verriez, parce que c'est quand même de notre responsabilité, de dire, mais attention, est-ce que les bouteilles qui sont conçues, est-ce qu'on peut utiliser les bagues et les normes aujourd'hui utilisées
pour du one-way. Alors vous me dites si je suis un peu trop technique, hein, mais j'essaye de... Mais donc, en fait, déjà, avant de proposer et de concevoir la bouteille, il fallait qu'on puisse prouver qu'il y avait que le cycle et le bouchage actuel utilisé pour le one-way était bon pour le réemploi. Donc, c'est ce qu'on a fait. Alors, on avait vu... On savait plus ou moins que ça pouvait le faire, parce qu'il y avait des cas concrets où il y avait des boucles de réemploi qui avaient été créées avec des bouteilles non conçues pour le réemploi, et ça passait. Mais il fallait passer à une autre échelle, parce qu'on passe quand même à une échelle d'activation nationale. Il fallait qu'on puisse le prouver et qu'on puisse garantir ça. Donc on a fait déjà toute une phase d'études où on a fait plusieurs cycles de réemploi, de lavage, de bouchage, débouchage, avec des partenaires, avec notre centre technique, avec différents cycles. Et donc, on a levé ça. Donc, bonne nouvelle, le bouchage liège est compatible avec du réemploi. Mais c'était important, parce que si on ne levait pas ce levier-là, on n'allait pas répondre à l'appel d'offres. C'était pour nous un des points clés de pouvoir lancer, parce qu'on ne pouvait pas prendre la responsabilité, nous, verriers, d'aller sur le développement du réemploi. Et après, pour le développement de la bouteille réemploi Aircœur, on a été très pragmatique. On a dit, aujourd'hui, il y a des modèles qui sont utilisés par les metteurs en marché via le réseau Vrac et Réemploi. Des modèles standards sur le marché français. Donc, on a essayé de garder le maximum de cotes pour qu'elle soit compatible entre le modèle standard qui est déjà utilisé chez les metteurs en marché, qui font déjà du réemploi, avec ceux qui vont s'y mettre. Donc comme ça, normalement, elle devrait être interchangeable, on va dire, justement dans cette optique de standard national, mutualisation, et que chacun puisse utiliser la bouteille dans différents circuits, et en l'améliorant. Donc déjà, qu'est-ce qui va améliorer la réemployabilité d'une bouteille ? Ça va être la réserve d'étiquette, hein, puisque les bouteilles, quand elles passent dans des systèmes de lavage et autres, elles vont se frictionner entre elles. Et cette friction, ça va venir faire pareil, des micro-rayures. Alors ça, c'est que esthétique. Ça n'a aucun impact sur la dureté, la bouteille, et sur sa robustesse. Voilà, merci. Mais sauf que si on veut que ça soit propre, il faut faire des réserves d'étiquette. Donc on vient faire un petit rétrain qui va permettre de condenser ces fameuses marques uniquement à certains endroits. Vous le voyez d'ailleurs sur les bouteilles d'eau qui sont déjà réemployées. Donc ces marques de réemploi. Donc sur les bouteilles de vin Aircœur, il y aura également la réserve d'étiquette. Et il fallait aussi qu'on puisse voir qu'elles étaient réemployables. Donc on a travaillé avec Citeo à Delft pour voir où était le meilleur endroit pour mettre cette fameuse gravure Aircœur. Notre parti pris, c'est de dire qu'il fallait que les bouteilles, on puisse le voir. Alors, il y a eu soit à l'épaule, comme le modèle bière qui était proposé. Ce n'était pas forcément une recommandation, parce que aussi, il fallait que chaque metteur, chaque vigneron puisse aussi y mettre son étiquette. Et voilà. Et on a fait différentes études qui prouvent que ces fameuses réserves d'étiquette avec ces marques, finalement, si on l'explique bien, en fait, le client est prêt à l'accepter. Comme les sans capsules, on a des études qui prouvent que le consommateur, c'est pareil, il s'y habitue et il trouve ça très chouette. Au contraire, quand on lui explique que c'est mieux pour l'environnement, il y adhère 2 fois plus. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on est en phase d'essai. Donc ça y est, on est tombé d'accord sur le plan vert. On est d'accord sur pas mal de choses. Donc on est en phase d'essai. Et donc là, les bouteilles commencent à être montrées aux metteurs en marché. Et j'en ai apporté une. En exclusivité. Donc celle-là, elle est presque chaude. Elle est sortie de notre four. Donc là, elle est en train d'être présentée aux différents metteurs. Donc ça, c'est la bordelaise. La Bourgogne va pas tarder à sortir aussi. Donc on est sur les teintes champagne, donc verte habituelle. Donc c'est le même taux de verre recyclé à l'intérieur. Et elle a tout à fait la forme d'une bouteille bordelaise Ecovatrade. Voilà. Absolument. Comme on peut voir, il y a bien le rétrain qui est légèrement visible ici. Et si on regarde la piqûre, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, mais il y a bien le Aircœur en dessous. En tout cas, vous pourrez la voir après l'intervention avec aucun problème. Et on a travaillé sur juste un petit élément, c'est la piqûre aussi, pour la rendre plus lavable aussi. Parce qu'en fait, il y a plein de petits détails comme ça qu'on ne se rend pas compte pour améliorer la réemployabilité de la bouteille. Peut-être un mot sur la piqûre, Clémence, sur le fait que plus elle est prononcée, moins c'est évident de la laver.
La problématique était sur le séchage. Séchage, ah pardon. Ouais, sur la partie séchage. Donc plus la piqûre était effectivement prononcée, plus c'était compliqué d'aller sécher les jets qui envoient pour sécher. Donc oui, c'est des recommandations puisqu'on avait quand même beaucoup échangé avec Citeo, aussi avec Fabrice Pelletier. Voilà, nous au sein de France Consigne, on a fait remonter un certain nombre d'informations de nos adhérents et voilà, très chouette de voir cette bouteille pour la première fois. Super. Et donc, la grande nouvelle aussi du jour, c'est que nous lançons cette semaine un appel à manifestation d'intérêt à l'ensemble des producteurs qui souhaitent s'engager et embarquer dans ce dispositif Reuse pour l'expérimentation et au-delà. Et donc, si vous souhaitez embarquer, vous pouvez répondre au formulaire qu'on va diffuser très, très rapidement ces jours-ci pour nous remonter les volumes que vous souhaitez basculer dans ce dispositif. Grâce à ça, on va collecter l'ensemble des volumes des entreprises intéressées, ce qui nous permettra aussi de nous retourner vers nos partenaires pour pouvoir les développer. Et vous les mettre à disposition, on l'espère, en T2 2026, au courant de l'année. Donc, il y a l'AMI, on va communiquer dessus pas mal. Et puis, il y a aussi rejoindre le dispositif. Vous pouvez prendre contact avec notre fournisseur de services qui s'appelle Go Réemploi. Vous avez l'adresse mail ici, contact@go-réemploi.fr. Et puis également, vous pouvez aussi remplir un formulaire sur le site internet d'Adelph pour dire que voilà, vous êtes intéressé, vous souhaitez embarquer, et on pourra vous éclairer, vous accompagner dans vos démarches. Voilà, donc ce tour de table arrive à peu près à sa fin. Juste avant de terminer, peut-être, Fanny, est-ce que vous souhaitez parler un petit peu de vos démarches de réemploi ? C'est un peu la conclusion et le côté pratico-pratique. Quand on est vigneron, donc pourquoi on s'est lancé dans l'allègement des verres, qui était la première partie de la table ronde. Voilà, quand on se lance dans le bio, ensuite la biodynamie, on est dans des démarches vertes, vertueuses pour les consommateurs, mais il faut aussi faire des progrès sur notre propre entreprise. Et quand on se lance dans des bilans carbone, qu'on vend la moitié de notre production à l'export, le sujet de l'allègement des verres, il est prégnant. Et on se rend compte que sans allègement des verres, ça a un impact énorme sur le bilan carbone de la société. Donc en gros, on est passé en l'espace de 5 ans. La bouteille moyenne chez nous, elle faisait à peu près 600 grammes par la premiumisation de notre gamme de vins. Et aujourd'hui, la moyenne, on se situe à 430, 440 grammes, ce qui est énorme comme bouleversement, qui entraîne beaucoup de choses en termes logistiques, packaging, etc., et communication auprès des clients. Et donc voilà, cette première démarche, elle avait été mise en place et on la poursuit avec justement de l'allègement encore plus prégnant sur des bouteilles qui font moins de 400 grammes pour plus des 3/4 de notre production. Et ensuite, on se lance dans le réemploi. Donc, suite à la visite d'un de mes clients en Allemagne qui n'a jamais abandonné, un pays qui n'a jamais abandonné la consigne, on se rend compte que c'est possible à grande échelle sur un pays complet. Et donc là, c'est forgé cet engagement sur le réemploi d'une partie de notre production. Aujourd'hui, on s'était donné, donc quand on a commencé en 2022, on s'était donné l'espoir, donc dans cette loi de programmation de 2027 dont on parle tous, on s'était donné un objectif de 25% de nos bouteilles réemployées ou réemployables. Et aujourd'hui, cet objectif de 25%, on l'a déjà atteint en 2025. Et on a pu l'atteindre grâce aux distributeurs, d'abord à l'effort de toutes les équipes, à l'effort forcément des verriers, de nos imprimeurs, enfin tout ce processus, l'accompagnement par Consigne, France Consigne, et puis les appels à projets d'Adelph. Je suis là en fait pour vous dire que tous les partenaires qui sont là, ils nous aident à
à mettre en forme tous ces projets. Et voilà, concrètement, on a 2 ans d'avance sur ce qu'on s'était fixé. Donc après, bien sûr, c'est un engagement financier dès le départ, mais Adelph est là pour nous aider par la suite. C'est un engagement sur beaucoup de matières qui vont toucher à tout ce qui est le vin. Donc, et au final, qui va vendre nos bouteilles? Parce que les domaines, les caves particulières notamment, on fait en général entre 10% et 20% de notre chiffre d'affaires en direct. Mais le reste des bouteilles sont revendues par d'autres personnes. Et alors là, je suis un peu déçue parce qu'il n'y a pas trop de partenaires justement qui s'occupent de commercialiser nos bouteilles. Mais ils sont essentiels, c'est un des maillons de la chaîne. Et on a réussi ces 25% aujourd'hui parce qu'on a des partenaires derrière qui revendent nos bouteilles et qui s'engagent dans le réemploi. Voilà. Donc, vous pouvez après passer, s'il y a quelques producteurs, vous pouvez passer sur mon stand pour que je vous explique aussi toute la démarche, les écueils, etc. Parce que quand on commence très tôt à faire du réemploi, bien sûr, on se heurte à quelques problématiques. Mais finalement, on est tellement content de se lancer dans le projet que ces problématiques, après, on les oublie. Donc, je suis sur le salon. Puis, voilà, si vous voulez poser quelques questions par la suite sur comment, dans le côté pratique, on s'engage dans le réemploi, ce sera avec grand plaisir d'échanger. Voilà. Et puis, nous, tout ce qu'on espère pour l'avenir, c'est que ce réemploi soit une vraie dynamique en France. Mais on espère qu'un jour, là, on voit il y a plusieurs bouteilles de réemploi qui sont en projet. Ce qu'on espère, c'est une espèce d'unité déjà nationale et une unité aussi européenne. Et là, c'est des visions à long terme, mais vendre la même bouteille en France, la vendre en Europe et ensuite ailleurs, ce serait l'aboutissement final du réemploi. Pour nous, producteurs, avoir une même bouteille qui fasse tous les réseaux de distribution. Bon, voilà, on lance la pierre ou la bouteille à la mer. Merci. Absolument. Un grand merci en tout cas, Fanny, pour ce témoignage. Bravo d'avoir franchi le pas. Et puis, ça montre bien que quand on est engagé, on peut y arriver. En dépassant ses objectifs en plus, ce qui est formidable, c'est pas impossible. Donc le réemploi, c'est une possibilité, c'est une opportunité, il faut la saisir absolument. Vous mentionniez en introduction le fait qu'il fallait pas opposer réemploi et réduction. Effectivement, ce sont 2 choses. Ou par contre, réemploi et recyclage, ce sont 2 choses qui sont complètement complémentaires. Le réemploi, c'est bien donner une seconde vie à l'emballage. Donc, passer d'un emballage qui est à usage unique à un emballage qui va avoir plusieurs vies, plusieurs rotations. Et le recyclage, c'est à un moment donné, c'est venir redonner une seconde vie à la matière qui est le verre. Donc, les 2 sont complémentaires. Et à un moment donné, ce serait bien d'arriver à prolonger la vie de l'emballage avant de le détruire et le recycler. Je pense qu'on a fait le tour. Sachez qu'à Adelph, on est toujours là pour vous accompagner. Il y aura en 2026 un certain nombre encore d'appels à projets. L'appel à projet réemploi, normalement, c'est au printemps, comme Clémence tu l'indiquait tout à l'heure. Il sera lancé en printemps. L'AMI volume pour les standards Aircœur que vous pourrez voir maintenant, il sera lancé cette semaine. Donc n'hésitez pas, on est à votre service, on est à votre disposition. Et puis, merci beaucoup d'avoir assisté à cette table ronde. Et merci à tous les participants. On peut voir s'il y a une petite question, une ou 2 questions. Oui. Oui, bonjour. Olivier Bazal, je Vitisphère. Est-ce que j'ai le droit d'en poser 2 questions? Non, par rapport à ce que vous avez dit à la fin, justement, sur une éventuelle harmonisation entre pays, quel est l'état des lieux aujourd'hui dans d'autres pays en Europe, voire plus loin, puisque j'imagine que la conscience environnementale ne se limite pas à la France. Et l'autre question, je ne sais pas si vous pourrez y répondre précisément, il ne fallait pas opposer, mais je vais opposer, entre faire de l'allégé et du réemploi. Est-ce que le bénéfice de bilan carbone
qu'on fait avec de l'allégé et qu'on perd sur du réemploi, au bout de combien de cycles de réemploi ça s'équilibre ou ça devient avantageux pour le réemploi? Je ne sais pas si vous comprenez ma question. Voilà. Très bien. Sur la question justement du réemploi au niveau européen, donc effectivement, hein, nos produits ne se limitent pas à la France, mais ça part à l'export. Aujourd'hui, on a un certain nombre de pays on a déjà l'Allemagne qui n'a jamais arrêté de faire du réemploi, mais sur uniquement les boissons soft. Le vin, aujourd'hui, c'est une offre qui est quasiment inexistante en matière de réemploi en Europe. On est fiers d'être pionniers dans ce domaine-là et de montrer la voie, en tout cas sur le vin. Nos voisins italiens, plutôt espagnols, se penchent sur la question. Ils nous regardent de très près et ils commencent à réfléchir, à mettre en place des choses. Et oui, à un moment donné, il va falloir réfléchir d'un point de vue européen pour faire en sorte que ça soit davantage harmonisé. Pour l'instant, on est vraiment, vu qu'on est pionnier, on a ces objectifs qui nous sont imposés par la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire de 10% en 2027. On avance en marche forcée sur le réemploi et c'est très bien, il faut y aller. C'est le moment d'y aller, il faut qu'on atteigne ces objectifs-là, il faut qu'il y ait une belle dynamique là-dessus. Et puis derrière, nos voisins vont forcément faire pareil, on fera les choses, j'espère, de façon harmonisée. Il y a des réflexions à l'échelle européenne justement là-dessus pour harmoniser ces questions. Et on sera partie prenante, sachant que les plus grands standards verriers français sont aussi des standards européens. On regarde bien les bouteilles que nous fabriquons en France peuvent être également fabriquées en Espagne, en Italie, enfin, sur les parties, sur les producteurs de verre en Europe, plutôt du Sud, puisque c'est là où sont les clients. En fait, c'est vrai qu'on regarde beaucoup l'Allemagne, mais l'Allemagne ne sont pas un producteur de vin, donc ils sont très très bons dans le réemploi sur la partie bière, jus, eau, mais il n'y a pas de standard vin aujourd'hui réemployable en Allemagne. Donc ça sera plutôt les verriers, j'ai envie de dire, et les metteurs en marché du Sud. Donc j'appelle Europe du Sud, la France est inclus dans le Sud, parce qu'on est producteur de vin. Enfin, en tout cas pour la partie réemployable du vin. Donc l'avantage, c'est que nous, on a plutôt pris de l'avance. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et une bouteille de Bordeaux, une bouteille de Bourgogne, enfin bordelaise, bourguignonne ou une flûte, finalement, dans tous les pays d'Europe, on a à peu près, peu ou prou, les mêmes standards. Ça reste du 75 centilitres avec tel dégarni. Donc, globalement, après, ça va être les boucles de réemploi, de comment ça va être géré et comment avoir le bon verre et les bons standards. En fait, c'est plutôt la boucle en tant que telle plutôt que le produit qui va poser problème. Après, si on veut la deuxième question concernant la décarbonation, quel est l'avantage de faire du réemploi versus du recyclage? Alors, il y a deux choses. C'est la boucle de réemploi va avoir un vrai effet de décarbonation et d'avoir un net zéro à partir du moment où la boucle est locale. Si vous voulez faire du grand export, et donc c'est là aussi l'avantage peut-être de faire un modèle européen, mais si vous voulez faire du grand export ou même de l'export dans les pays du Nord, il faut une bouteille plutôt légère. Parce que, par contre, pour faire du réemploi en bouteille légère, aujourd'hui, on n'est pas assez avancé sur nos boucles de réemploi au niveau de la France. On n'est pas assez mature pour pouvoir alléger les bouteilles. Donc c'est pour ça qu'on est parti sur une bouteille autour de 500 grammes. On sait que ça passe. Il y aura les bons. Elle a été conçue pour le réemploi. Après, c'est pas dit que dans 5-6 ans, quand les boucles seront bien matures en France sur la collecte, sur le lavage, sur les différentes boucles, on pourra envisager d'alléger aussi les modèles de réemploi. Mais aujourd'hui, c'est trop tôt pour dire on va être capable demain de faire des bouteilles à 450 grammes réemployables. Et aujourd'hui, si on regarde dans une boucle de réemploi local avec un modèle réemployable qui est plutôt à 500 grammes, alors qu'on parlait de bouteilles à moins de 400 grammes pour du one way, ça devient intéressant écologiquement à partir de 2 à 3 cycles. Donc oui, le réemploi dans des boucles locales a vraiment un intérêt. Donc très vite, il y a un intérêt. Okay. Merci beaucoup. Le temps passe, je suis désolée. Il faut qu'on arrête notre table ronde là. Je vous invite, si vous avez d'autres questions,
à rejoindre nos exposants Fanny et Florian sur leur stand dans le salon, et puis nos partenaires à l'espace partenaire du salon. Donc vous êtes tous présents encore pour un moment sur le salon. Donc n'hésitez pas à aller les rencontrer pour en savoir plus sur ces engagements. Merci beaucoup pour ce tour d'horizon de l'engagement dans la réduction de l'impact environnemental. Bon salon à tous. Merci.